Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous y êtes, nous y sommes. Et voilà, notre invité de ce matin, Maître Raphaël Pandé Adjaré, président, d'abord avocat au barreau de Lomé et président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Maître Raphaël Pandé Adjaré, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour à vos auditeurs et auditrices de la radio Victoire FM. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour aider les Togolais à savoir les liens qu'on peut établir entre le respect ou notion des droits de l'homme et la crise sociopolitique actuelle dans le pays. Alors, la LTDH, on voit quand nous sommes sur le terrain, on voit aussi des gens qui portent des gilets de la Ligue togolaise des droits de l'homme sur le terrain. Maître, les rapports qui vous sont faits, est-ce que, en tant que Togolais et avocat, en plus, militant des droits de l'homme, défenseur des droits de l'homme, vous avez le cœur gai? Merci beaucoup. Je vais commencer mon intervention en présentant toujours ma compassion et la condoléance de la Ligue togolaise des droits de l'homme et du Front citoyen Togo debout, dont la Ligue togolaise des droits de l'homme est membre, aux familles qui ont perdu leurs proches parents, et prompt rétablissement aux blessés. Et ceux qui sont arrêtés puissent recouvrir leur liberté. Et je pense que l'escalade de violence que nous avons connue, que le Togo connaît ces derniers temps, il est très clair qu'en tant que simple citoyen, on n'a vraiment pas besoin d'être défenseur des droits de l'homme, en tant que simple citoyen et en tant que, de surcroît, militant des droits de l'homme, je pense que lorsqu'on est un être humain, ce que nous avons vu sur le terrain les semaines passées ne peut jamais donner à avoir le cœur gai. Des citoyens qui sont bastonnés, qui sont molestés, qui sont tués, et je crois quand même que c'est des êtres humains. Et pour peu que vous avez l'humanité dans votre vécu quotidien, eh bien il est très difficile d'avoir le cœur gai. L'image des droits de l'homme dans notre pays a subi un coup sérieux depuis les manifestations du 19 août. Et je crois que si ma mémoire est bonne, je crois qu'on enregistre à ce jour plus de 17 personnes qui sont mortes comme ça, à Mango, à Bafilo. En 2 mois, on a enregistré 17 morts à Mango, à Bafilo, à Sokodé et à Lomé. Or, je crois que tout le monde, ou les organisations de défense des droits de l'homme, même le gouvernement lui-même, savait que si rien n'était fait pour arrêter le cycle qui venait de commencer, eh bien, ça devrait normalement nous conduire là. Parce que plusieurs associations, tout le monde a tiré sur les sonnettes d'alarme pour dire il faut qu'on sache s'arrêter. Il faut qu'on se retrouve, il faut que le gouvernement pose un pas très fort, un signal fort, pour arrêter le cycle qui vient de commencer. Mais tout comme ce qui s'est passé en 2015 à Mango, où on avait dit la manière dont le gouvernement gérait la crise à Mango, c'est-à-dire en mettant à la faune, à la réhabilitation des aires protégées, la manière dont le gouvernement gérait ce projet n'était pas orthodoxe. Il faut associer la population. Le gouvernement a fait la sourde oreille et, excusez-moi, nous avons perdu un jeune commissaire comme ça. Et donc, à tout moment, à chaque instant, à chaque étape de la crise, on sait que si on ne prend aucune mesure, eh bien, c'est ça qui va advenir, mais je ne sais pas. Et le gouvernement... Autrement dit, le gouvernement n'anticipe pas, le gouvernement ne prévient pas les événements fâcheux. Le gouvernement ne prévient pas. Le gouvernement n'applique pas sa clairvoyance. Alors que le gouvernement dispose, je pense, d'éléments qui lui montrent, qui lui fassent la preuve que, eh bien, si nous ne faisons rien, voici ce que nous allons enregistrer, des morts, des blessés. Le gouvernement n'anticipe pas. Mais bien plus, ce à quoi nous assistons, c'est que le gouvernement lui-même est acteur de la crise et l'enlise davantage avec la sortie des miliciens. Je crois que nous allons y revenir, que nous avons connu ces derniers temps dans les artères de la Oui, nous avons quand même un ministère chargé de la justice et également en relation avec les institutions dans le pays. Nous avons un secrétariat d'État chargé ou dévolu aux droits de l'homme. Ces institutions ou ces départements ministériels, tout porte à croire qu'ils sont à faune par rapport à tout ce qui se passe. Doit-on dire que
quand des citoyens tombent, quand des citoyens sont blessés, des civils, tout comme des militaires, tombent au nom des réclamations et revendications politiques, il n'est pas question de parler de droits de l'homme à ce niveau? Mais il est évidemment question de parler des droits de l'homme. Je voudrais vous rappeler que la Ligue togolaise des droits de l'homme a adressé une lettre ouverte au garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé des relations avec les institutions de la République. Et dans cette lettre ouverte, la Ligue togolaise des droits de l'homme a relevé un paradoxe, un sérieux paradoxe, parce que d'abord, l'article 113 de notre Constitution dit que la justice ou le pouvoir judiciaire est garant des libertés et des droits fondamentaux des citoyens. Et la Ligue togolaise des droits de l'homme a attiré l'attention du garde des Sceaux que le paradoxe est d'autant plus élevé que on arrête des gens qui sont venus pour manifester, on n'arrive pas à leur imputer les faits qu'on dit avoir constatés sur le terrain, on les juge, on organise des procès synchronisés au même moment à Kara, à Atakpamé et à Lomé. On empêche aux avocats d'assister les clients. Je rappelle que le vendredi dernier, Maître Agbogan, on a appris qu'il y a un procès qui devrait avoir lieu. Maître Agbogan est allé en tant qu'avocat, défenseur des droits de l'homme, il s'est constitué. Il m'a constitué aux intérêts des prévenus, des personnes qui étaient interpellées, et il a demandé un renvoi pour que pour avoir connaissance du dossier, vous imprégner du dossier, du contenu d'abord, et assister, défendre nos clients. Mais on lui a refusé le renvoi. Quelqu'un qui défend... Le juge a refusé? Le juge a refusé. Quelqu'un qui défend les prévenus. Ce sont les prévenus qui sont en détention, ce n'est personne d'autre. C'est les droits de la défense. Je m'entends avec les prévenus qui sont en détention et ils disent: ok, notre avocat sollicite un renvoi, accordez-lui ce renvoi pour qu'il puisse nous écouter, parce que c'est des dossiers qui ont été instruits de manière un peu scélérate, à la va-vite. On les interpelle, on fait rapidement les PV, et puis on organise un procès. C'est vrai, le ministère public a le choix de la procédure, mais l'avocat qui se constitue aux intérêts des prévenus qui demandent un renvoi pour la défense de ses clients, mais on ne peut pas le lui refuser. Oui, maître, à supposer que vous n'étiez pas allé, ou bien maître Agbogan ne s'était pas constitué la dernière fois, est-ce qu'on peut juger au XXIe siècle un prévenu sans qu'il soit assisté, quand qu'il ne soit assisté par un avocat? Par principe, dans notre pays, c'est possible parce que la loi ne permet pas une assistance obligatoire devant les juridictions correctionnelles en première instance et en appel. Seul au niveau de la cour d'assises, l'État a l'obligation de commettre un avocat aux intérêts d'un accusé qui n'en a pas les moyens de le faire. Mais ici, c'est que l'avocat est venu. L'avocat est venu, il dit: je me constitue pour la défense de ses intérêts, des intérêts des prévenus. Accordez-moi un renvoi, même à huitaine, pour que je puisse m'imprégner du dossier. Vous ne pouvez pas refuser. Parce que vous dites que c'est des gens qui sont en détention, c'est leur liberté. C'est leur avocat qui dit: accordez-moi un renvoi pour que je puisse m'imprégner du dossier. Du moins, allez écouter ces prévenus d'abord. Vous ne pouvez pas refuser. Mais la dernière fois, à notre corps défendant, eh bien, les juges ont, tout comme les procès qui ont eu lieu le 29 août à Kara, on a appelé Maître Apévon et moi, nous avons appelé le procureur de Kara, le président du tribunal et le procureur d'Atakpamé. Et nous sommes déjà à une audience à Lomé. Nous n'avons pas le droit d'ubiquité. Nous ne pouvons pas être à Lomé, à Kara, à Atakpamé. À la fois. Au même moment. Accordez-nous un renvoi, même en semaine, pour que nous venions assister. Ils ont refusé. Ils ont refusé que le dossier est en état d'être jugé. Et vous avez vu, ils ont condamné des personnes à de lourdes peines pour des manifestations, presque pour les mêmes faits. Telle personne écope de 5 ans, l'autre de 18 mois, etc. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons interpellé le garde des Sceaux. Mais au moment où on est en train d'interpeller ces gens, et de les juger, de les déférer devant les juridictions, le garde des Sceaux, qui est le responsable du ministère public, il n'a pas vu les miliciens qui sont venus cagouler à Adéwi. Aucune information n'est ouverte. C'est des bandes, des groupes organisés, des groupes d'autodéfense. Oui, c'est ce que le ministre de la Sécurité nous a dit. Mais que fait la sécurité? Si aujourd'hui, je rappelle que la sécurité et la justice, c'est des pouvoirs régaliens de l'État. Ce sont des attributs de la souveraineté. Entendu que
aucun pays ne viendra juger à la place du Togo. Ne peut pas venir juger les citoyens togolais à la place du Togo. Non. Donc c'est un attribut de la souveraineté, la justice. La sécurité, aucun pays ne viendra assurer la sécurité des citoyens togolais à part la sécurité togolaise. Donc c'est un attribut de la souveraineté. Mais ces deux pouvoirs, ou bien ces deux attributs de la souveraineté qui sont des principes régaliens, des pouvoirs régaliens de l'État, je pense qu'ils ont démissionné ces derniers temps. Le ministère de la Sécurité a parrainé les milices, les miliciens. C'est ce que l'ambassade des USA, pas l'ambassade des USA, mais le département d'État américain a dit que c'est des gens qui sont parrainés par le gouvernement. Ça veut dire financés par le gouvernement. Et à l'époque, dans notre question, dans notre lettre que nous avons adressée au garde des Sceaux, nous nous sommes posé cette question. Qui finance ces personnes? Qui met à leur disposition les voitures, les armes blanches dont ils sont munis et dont elles sont munies? Et pourquoi ces personnes agissent au vu et au su des agents de sécurité qui leur accordent telle protection et qui ne disent rien? Mais à ADUI, c'était vraiment le comble. Vous voyez des gens cagoulés, machettes, cordelettes et hache à la main devant les agents de sécurité qui ne disent rien, et on va vous dire que ces gens-là sont des groupes d'autodéfense? Non. Je pense que, vous voyez, tout a été organisé et planifié. Joachim. Organisé? Tout a été organisé, planifié et prémédité, je vais vous le dire. Voyez un peu, depuis que les manifestations ont commencé, voyez les villes qui sont contestataires. Prenez Mango, vous prenez Bafilo, vous prenez Sokodé et vous prenez Lomé. Quand vous voyez ces villes-là, l'État ou le gouvernement a voulu tout simplement les tétaniser. C'est simple. Pour étouffer la contestation populaire, pour étouffer la liberté de manifestation. C'est clair. À Mango, on a assiégé cette ville. Les gens sont morts, un mineur, 2 jeunes qui voulaient fuir le pays sont tombés dans le fleuve Oti, ils sont noyés et plusieurs blessés, des arrestations. Donc, c'est pour dire à la population de Mango, c'est vous qui savez manifester. Manifester encore, on va voir. Oui, mais à ce niveau, le parti au pouvoir avait dit que les militants de l'opposition ont... Je vais vous dire la planification. Après Mango, on est venu à Bafilo. Vous voyez, la ville de Bafilo, entre-temps, manifestait. Vous avez vu ce qui s'est passé à Bafilo? On a bastonné, on a interdit même, excusez-moi, aux véhicules, à la Croix-Rouge de venir prendre les personnes blessées entre-temps pour les amener à l'hôpital. Et il y a eu un jeune de la classe de 3e. Il est décédé. On est descendu à Sokodé. Oui. Et Sokodé, quand vous traversez la ville de Sokodé, si vous ne faites pas attention au niveau de la poste, vous risquez de marcher sur des populations. C'est-à-dire que vous allez voir un monde au bord de la route. Mais la dernière fois, il fallait traverser ce côté pour voir une ville fantôme. Une ville déserte. Une ville déserte, vidée de sa population, de ses habitants, qui ne vit pas. Une ville où il n'y a pas de vie. C'est-à-dire que la terreur a fait en sorte, la répression a fait en sorte... Ils estiment que c'est la flambée de violence qui a amplifié tout cela. Les forces, je ne dirais pas forces de sécurité, mais forces de défense sont présentes. L'origine de la flambée de violence. Il faut dire l'origine de la flambée de violence. Peut-être l'arrestation de l'imam Mohamed Lassane. Mais vous avez suivi ce qui c'est, les chefs d'État qui ont défilé, le message qui a été transmis aux autorités togolaises, de libérer l'imam. Mais ça, si on demande de libérer l'imam, vous pensez que la communauté internationale ou bien des gens vont demander la libération de l'imam alors que vraiment que ce qu'on accuse l'imam, ce dont on accuse l'imam est vraiment fondé? Non, mais c'est ça. Ils savent que c'est les villes de contestation. Donc après avoir tétanisé ce côté, bon, l'étape qu'il faut faire à Lomé. Et à Lomé, comme les gens contestent, comme les gens manifestent, c'est de jour en jour le soulèvement, les gens sortent dans la rue pour manifester le mécontentement. Il faut arrêter cela. Ou bien, donc, il faut envoyer les forces de l'ordre, poursuivre les populations hors du champ même des manifestations, jusque dans leur domicile à Baie, rentrer dans les maisons, tabasser les manifestants. Et c'est dans ce schéma, on peut parler de violation de domicile. Oui, ça c'est clair, c'est une violation de domicile. Lorsque vous n'êtes muni d'aucun mandat d'arrêt, d'aucun mandat de perquisition, d'aucun document du parquet ou bien de la justice, et que vous venez,
vous prenez votre jambe, vous fracassez la porte de quelqu'un, vous défoncez des portes, vous rentrez dans la maison, vous allez même dans les chambres à coucher des gens. On a vécu ce cas à Sokodé, on a vécu ce cas à Baie. Vous rentrez dans les maisons des gens en violation du domicile, en violation de la vie privée, vous rentrez, vous sortez des gens que vous tabassez, mais c'est pas normal. Donc à ce niveau, il y a toujours une notion des droits de l'homme. Oui, mais ça c'est clair. Les droits de l'homme sont au cœur de tout ce qui s'est passé. Et vous savez, le rapport des Nations Unies sur la constatation des faits en 2005 a établi un rapport entre une crise politique et ses retombées sur les droits de l'homme. Lorsqu'il y a une crise politique qui est fondée sur la violence et l'impunité, une crise politique fondée sur la violence et l'impunité, c'est ce à quoi nous assistons au Togo. Prenez les miliciens qui étaient cagoulés, machette à la main. Personne ne dit rien, alors qu'on sait leur provenance. On les connaît, on les a identifiés. Personne ne dit rien. Lorsqu'une crise politique est fondée sur l'impunité et la violence, les ramifications sur les droits de l'homme, c'est évident. Voilà, donc, nous avons écouté M. Christophe Tchao dire sur les antennes de Radio Africa numéro 1 que c'est l'opposition togolaise qui est à la base et la source même de toutes les violences dans le pays. Et lui également, il a en tout cas abondé dans le même sens que le ministre de la Sécurité, disant que c'est des groupes organisés dans des quartiers pour s'autodéfendre. Qu'est-ce que vous voulez que le ministre Tchao vous dise? Vous voulez que le ministre Tchao vous dise, l'honorable Tchao vous dise que les miliciens sont armés par le pouvoir? Il ne vous le dira pas. Mais c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en 2005. Il a dit quand même qu'il n'y a pas eu de milices. Invitez-le au débat. Mais le département américain qui est bien informé a sorti, il dit que les milices sont parrainées par le gouvernement. C'est qui le gouvernement? Des hommes de vigilance. Voilà. Maintenant, au niveau du Quai d'Orsay, on dit des gens apparentés à une milice. C'est quoi? Le rapport est fait. En tout cas, ce sont les grandes puissances qui ont quand même tous les moyens de vérification. Et donc, l'honorable Tchao ne peut pas vous dire autre chose. Mais il faut quand même qu'il réponde à un débat avec un défenseur des droits de l'homme. Il faut qu'il puisse alors répondre maintenant aux puissances, au département d'État américain et à la France, au Quai d'Orsay, pour leur dire, monsieur les membres ou bien les responsables du Quai d'Orsay, monsieur les responsables du département d'État, ce que vous dites des milices ou des personnes apparentées aux milices ou bien des personnes qui sont parrainées par le gouvernement, eh bien le gouvernement n'en est pour rien. Il faut que l'honorable Tchao puisse répondre. C'est ça. Nous ne sommes pas encore en 2005 ou en 90 où on ne peut pas... Les gens ont été identifiés. Les gens ont été identifiés parce que les gens pensaient qu'ils étaient cagoulés, mais on a identifié les gens. Donc, on ne peut pas mentir comme ça, excusez-moi. On ne peut pas penser qu'on peut mentir à un peuple alors qu'aujourd'hui, nous avons la preuve que ce qui s'est passé... Eh bien, mais comment l'honorable Tchao peut expliquer le fait que des miliciens, des gens qui sont armés de couteaux, de coupe-coupe, de machettes, de cordelettes, puissent agir sous l'œil indifférent des forces de l'ordre de sécurité? Comment il peut justifier ça? À ce niveau, est-ce que les forces de sécurité ont démissionné? Ils ont démissionné. Ils n'ont pas les moyens adéquats pour assurer la sécurité. Ils ont démissionné. Le sens de notre lettre adressée au garde des Sceaux et au ministre de la Sécurité, c'est que la sécurité et la justice ont démissionné. Ils ont démissionné. Ils pouvaient les interpeller. La justice a démissionné. La justice a démissionné. Vous avez, le garde des Sceaux a ouvert au moins une enquête pour voir un peu ce qui s'est passé à Déhu, à Gwassime, à Doumassessé, par rapport aux miliciens. Mais il fait les communiquer pour dire... On sait aussi qu'en France, quand un citoyen décède dans de pareilles circonstances, automatiquement, le parquet ouvre une instruction pour savoir qu'est-ce qui pouvait ou pourrait être à la base du décès de... C'est ça. Mais le garde... Oui, on enregistre aujourd'hui plus d'une dizaine de Togolais décédés. Ça n'a pas été fait. Ou si c'est fait, on vous fait un discours pour vous dire que des enquêtes sont ouvertes, mais ces enquêtes n'ont jamais été bouclées. Le 23 août, lorsque le garde des Sceaux lorsqu'il y a eu des manifestations, des arrestations à Nié, à Takpamé, à Sokodé, à Lomé, il a fait le point de presse. Il a dit que voilà, eh bien, ces personnes, tel nombre de personnes ont été interpellées dans cette localité, etc. La justice va faire son travail. Et par rapport aux 2 morts à Sokodé, il a dit qu'il y a une enquête qui sera ouverte pour situer les responsabilités. Depuis, nous sommes là. Aucune enquête. Lorsque le jeune
Afolabi était tombé lors des manifestations spontanées à Agoué, le ministre de la Sécurité a dit qu'on va ouvrir une enquête le parquet va ouvrir une enquête pour situer les responsabilités. Depuis, aucune enquête. Oui, donc, mais quand ces genres d'enquêtes sont ouvertes, alors maître Pandé, vous êtes avocat, alors est-ce que c'est le procureur de la République qui vient devant la presse pour essayer de donner quelques bribes d'informations à l'opinion par rapport à ce qui se passe, comme on y assiste en France, ou bien c'est seulement le ministre de la Sécurité qui parle? Le ministre de la Sécurité, bon, pour moi en réalité le directeur de l'enquête, c'est le parquet. Ça peut être le parquet général ou bien le parquet du tribunal de première instance, mais sous l'autorité du garde des Sceaux. Voilà, il le fait sous l'autorité. Par exemple, l'interpellation de l'imam de Sokodé, voilà. On nous a dit que c'est le parquet qui a demandé, son interpellation. Mais pour le moment, nous n'avons pas entendu on n'a pas entendu le parquet parler, mais c'est sous l'autorité du garde des Sceaux que les enquêtes se déroulent, que les interpellations se déroulent. Et donc, pour des dossiers comme ça, je pense qu'à un moment donné, lorsque vous ouvrez l'enquête, il faut quand même dire, vous avez dit qu'il y a une enquête qui est ouverte. Il faut revenir pour dire à la population les résultats de cette enquête et qu'est-ce que vous faites des résultats. Et je crois que c'est le manque de l'aboutissement des enquêtes qui cristallise l'impunité et nous assistons à la répétition des faits. Parce que si vous faites quelque chose, Joachim, vous n'êtes pas puni. Ceux qui sont sortis à Déby, à Kara, vous savez qu'aujourd'hui, Kara est restée comme une ville qui n'est pas au Togo. Hein? Toute activité de manifestation des partis politiques, des syndicats, à Kara, c'est interdit. C'est vraiment interdit. Vous ne pouvez pas manifester à Kara comme vous le faites un peu à Lomé. C'est interdit. Mais... Interdit? Je vous dis que c'est pas possible. La dernière, dès que vous faites le rassemblement, les gens viennent à visage découvert. Parfois même, ce ne sont pas les agents de sécurité. Ils viennent à visage découvert vous dire que vous ne pouvez pas le faire. La dernière fois, nous avons été saisis. Autrement, on dirait peut-être la ville de Kara, il n'y a pas un Togo rose là-bas. Vous pensez bien? Vous pensez bien? Je crois que vous connaissez la ville de Kara. Vous le pensez bien? Non, mais je pense quand même que, excusez-moi, je peux le dire comme ça, que c'est une ville dont les populations vivent, excusez-moi de le dire, que c'est sous la terreur. Ils ont la volonté de manifester, de parler, de dire que non, ça ne va pas. Mais ils ont peur parce qu'ils savent que si quelqu'un bronche, eh bien, il va subir ce qu'il va subir. Donc, les droits de l'homme, la liberté de manifestation. Est-ce que pourquoi les organisations internationales de défense des droits de l'homme ne se sont pas encore intéressées au cas du Togo? Ou bien ils veulent du génocide, ils veulent une guerre civile, ils veulent quelque chose avant de pouvoir attirer l'attention des uns et des autres, notamment de l'opposition, tout comme du gouvernement, sur la situation, le dérapage que nous sommes en train de connaître dans le pays. Je pense qu'il y a J'ai fait allusion à la FIDH, à Amnesty International et bien d'autres organisations de l'homme. Nous, au niveau de la Ligue des droits de l'homme, nous avons saisi, nous travaillons en collaboration avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Nous l'avons saisi. Tout ce que nous faisons, nous leur rendons compte. Je pense qu'ils ne vont pas tarder de réagir, ils ne vont pas vraiment tarder de réagir parce qu'on a fait entre-temps une déclaration commune suite au regain de violence à Sokodé et nous avons, à l'escalade de violence après l'interpellation de l'imam, nous avons fait une déclaration commune où nous avons déploré les morts. Nous avons condamné les morts dans les rangs des civils comme dans les rangs des forces de l'ordre. Les deux militaires, rien ne peut justifier qu'on puisse porter atteinte à la vie d'un citoyen. Qu'il soit civil ou militaire, nous avons condamné fermement ce genre de choses. Mais nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que il faut qu'à un moment donné, le gouvernement puisse impulser ou bien poser des actes forts pour que cette escalade de violence ne puisse pas quand même ressurgir. Parce que dans le pays surtout. Dans le pays. Parce que aujourd'hui, s'il y a les manifestations, c'est parce qu'il y a des revendications. Et comment faire pour que tout le monde s'asseye pour discuter franchement et honnêtement autour de ces revendications politiques, autour de cette crise politique-là? Je crois que c'est le gouvernement qui doit impulser. Donc, Amnesty International aussi fait un travail éloquent. Son directeur au niveau du Togo, de Dakar, du Togo d'abord, et puis Dakar, a dit il n'a jamais de cesse de faire des voyages à l'intérieur du pays, aller sur le terrain, etc. Ils font un travail. Oui, mais ce que nous avons appris aussi, le siège d'Amnesty au niveau des États
États-Unis d'Amérique est constamment saisi par des citoyens togolais qui subissent les violences. C'est clair. C'est clair. Et même, eux-mêmes, ces organisations peuvent s'auto-saisir parce qu'aujourd'hui, plus rien ne se fait en vase clos. On a toujours des informations à travers les réseaux sociaux qu'il faut recouper, c'est vrai, pour sortir les vraies informations. Mais, Joachim, vous voyez qu'à chaque moment où il y a les manifestations, il y a ce genre de choses, vous voyez les défenseurs des droits de l'homme habillés en gilet sur le terrain. La dernière fois, vous allez voir Emmanuel Sogadi, qui est membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme, président de la RCT. Vous avez pu voir Maître Abogan, vice-président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Vous avez pu voir M. Nambea Carlos, membre de la Ligue togolaise des droits de l'homme, avec leur gilet. On a vu des gens de Cassit, des gens de Rejad, NDH, etc. Et aujourd'hui, il y a un défenseur des droits de l'homme qui croupit encore en détention, M. Kokoroko de Messan, qui est toujours là-bas au SRI. Enfin, j'ai discuté un peu avec le procureur hier, ce matin, je vais lui rendre visite pour voir un peu qu'est-ce qu'on lui reproche. Mais c'est-à-dire que c'est des risques, mais c'est des activités que nous faisons pour le bien-être des citoyens togolais, pour que l'État togolais soit un État de droit, un État démocratique, un État respectueux des droits de l'homme. De toute façon, ce que nous savons, les défenseurs des droits de l'homme n'orientent pas leur activité dans un camp ou dans un autre, mais c'est pour la dignité ou le droit de tout être humain, qu'on soit civil ou militaire. C'est une neutralité. Mais face à tout ça, Alassane Ouattara a dit à Niamey, au Niger, au cours de la rencontre des 5 chefs d'État, il a dit ce qui suit, surtout la troisième position. La troisième chose, c'est de faire en sorte que toute personne responsable de violence soit sanctionnée. La CEDEAO n'hésitera pas à prendre des mesures vigoureuses dans ce domaine. Oui. Sanctions, menaces à peine voilées vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de qui, je ne sais pas. Mais je rappelle que cette déclaration du président ivoirien Alassane Ouattara au cours d'un sommet de la CEDEAO ne sont pas trop loin des déclarations que l'ex-ministre des Affaires étrangères, qui a été dépêché tout récemment par la francophonie, avait faites en 2005, avait menacé de prendre, que la CEDEAO prendra toutes les dispositions par rapport aux auteurs de violence. Maintenant, c'est de savoir, M. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, devait aller au bout de sa logique pour dire qui est responsable des violences au Togo. Il devait le dire. Mais je voudrais rappeler que d'abord, la CEDEAO aujourd'hui tend vers ce qu'on appelle, pas une CEDEAO des États, mais une CEDEAO des peuples. C'est-à-dire qu'il faut que la CEDEAO soit une instance des peuples africains, des peuples ouest-africains qui s'imprègnent de la réalité. En second lieu, je crois que le président Alassane Ouattara avait déclaré entre-temps que l'alternance doit se parachever en Afrique de l'Ouest. Et au cours du congrès de son parti. Voilà, au cours du congrès de son parti. Et la vision 2020 de la CEDEAO, c'est l'alternance. Donc la CEDEAO des peuples et l'alternance en Afrique de l'Ouest. On doit aller à l'alternance dans un climat de terreur comme celui-là. Et si le président Alassane Ouattara dit que des mesures sérieuses, vigoureuses doivent être prises par rapport à ceux qui font de la violence, mais il faut qu'il puisse situer les responsabilités. Le département américain, la France, le Quai d'Orsay ont sorti des communiqués. Heureusement que sa déclaration est intervenue au moment où il y a aussi d'autres déclarations, dans un contexte. Donc, c'est de situer... Alors là, est-ce que vous êtes en train de soupçonner ou supposer que les chefs d'État sont en une sorte de... Je ne parle pas de syndicat, je ne parle pas de syndicat, mais sa déclaration a laissé plus d'un à sa soif. C'est-à-dire que les citoyens togolais ou les populations togolaises sont restées sur leur soif par rapport à la déclaration du président. Et il encourage déjà l'initiative du projet de loi que le gouvernement, des modifications, bien les réformes que le gouvernement a déjà entrepris. Mais malgré que le gouvernement a envoyé... Le professeur Goguet disait hier que Alassane Ouattara demande à l'opposition de s'aligner sur ce que le gouvernement a déjà fait. En ce moment, il dira que les réformes sont faites. Politiquement, c'est la question qu'on peut se poser. Mais malgré que ce projet de loi est envoyé à l'Assemblée nationale, il y a les populations qui sont dans les rues. C'est ça, au fait, c'est la réalité.
Il y a les populations qui sont dans les rues pour dire que le projet de loi que le gouvernement a adopté à l'Assemblée nationale ou envoyé à l'Assemblée nationale, qui veut envoyer au référendum, ne nous satisfait pas. Après la tournée de la commission sur les réformes dirigée par Awanana, tout le monde a eu des échos pour dire le retour à la Constitution de 1992. Et voilà. Le secrétaire général des Nations Unies a dit faites les réformes conformément aux aspirations du peuple. La conférence des évêques l'a dit. Tout le monde le dit. Le groupe des 5 le dit. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin je crois de jeter l'huile sur le feu. Il faut appeler les citoyens togolais à un dialogue. Et je crois que c'est ce que la conférence des évêques l'a fait. Oui. La conférence des évêques a été vraiment claire. Et je voudrais vraiment saluer un peu, pas saluer un peu, mais saluer cette initiative de la conférence des évêques qui s'est réunie tout récemment et a dit qu'il plaide en faveur d'une rencontre dépassionnée entre le pouvoir et l'opposition politique. Une rencontre sincère et responsable devant l'histoire qui porte sur les questions de fond, offre des garanties sérieuses de mise en œuvre et conduise vers une solution consensuelle durable. C'est ça la position des évêques. Et cette position est à saluer. Parce que si les évêques parlent de garantie de mise en œuvre, c'est pour cause. Parce qu'il y a un rapport de la CVJR qui a été présidé par un prélat, le monseigneur Nicodème Bariga, qui entre-temps a dit avoir été déçu. Donc il n'y a pas les garanties de mise en œuvre. Donc, maintenant, cette fois-ci, si une rencontre doit se faire, il faut que la rencontre soit sincère. Il faut que la rencontre soit honnête. Et dépassionnée. Dépassionnée. En matière de débat. C'est une rencontre devant l'histoire pour trouver une solution durable à la crise. De toute façon, les États-Unis ont aussi, le département d'État américain appelé aussi à un dialogue sincère. Le Quai d'Orsay, à un dialogue immédiat. Oui, le Quai d'Orsay a parlé d'un dialogue immédiat. Mais pour l'autre, c'est un dialogue sans aucune condition préalable. Pour le département d'État américain. Bon, mais de toutes les manières, il faut nécessairement que les Togolais se retrouvent. Que les Togolais se retrouvent. Mais nous pensons que pour se retrouver, il faut quand même se mettre en confiance. Il faut décrisper l'atmosphère politique. Et pour nous, au niveau des défenseurs des droits de l'homme, décrisper l'atmosphère politique, nous avons des personnes qui sont interpellées, à qui on n'a pas pu imputer les faits qui se sont passés sur le terrain. Je crois quand même que le chef de l'État ou le gouvernement peut demander que ces personnes soient mises en liberté. Comme ça, je crois que ça va décrisper l'atmosphère politique. Tous ceux qui ont été arrêtés et interpellés. Ça va décrisper l'atmosphère politique. Ça c'est clair. Ça va décrisper l'atmosphère politique. Ça constituera un premier pas vers le dénouement. Une volonté de résoudre la crise. Parce que j'ai participé à la défense des personnes qui ont été interpellées. On n'a pas pu dire, on n'a pas pu démontrer, le parquet qui poursuit n'a pas pu démontrer que cette barricade qui a été érigée ici est imputable à vous, Kodjo. Ou bien la destruction de tel immeuble vous est imputable. On les a arrêtés. Qui dans une maison, qui est en train de fuir, qui est en train de courir, et on les a embassés. Et dès lors que vous étiez présent sur les lieux de manifestation, et clairement, je crois que... Même si c'est pour aller acheter de la bouillie au bord de la route et on vous surprend... Les personnes ont été interpellées comme ça. Voilà. Maintenant, Raphaël Pandé-Adjari, on va devoir marquer la pause, mais cette question à laquelle vous répondrez après la pause, est-ce que face à tout ce qui se passe, des maisons dont les portes ont été défoncées, des domiciles violés, des gens qui ont été bastonnés et qui ont des séquelles dans leur corps, même des militaires qui ont été lynchés, est-ce que les familles de ces victimes, de toutes ces victimes, peuvent rester en justice? Et contre qui? Vous allez répondre tout à l'heure. Depuis plus de 2 mois, le Togo est confronté à une grave crise sociopolitique. Plus d'une dizaine de personnes tuées, dont des civils et des corps habillés, des centaines de blessés graves, sans oublier les nombreuses arrestations avec des jugements et des condamnations à des peines diverses. Est-ce que l'on doit s'inquiéter ou se poser beaucoup de questions autour du respect des droits de l'homme dans cette crise? C'est de ça que nous débattons avec notre invité, Maître Raphaël Pandé-Adjari, avocat au barreau de Lomé, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Maître, voilà, beaucoup de domiciles violés, beaucoup de personnes tuées, même des corps habillés. Est-ce que les victimes ou les familles des victimes peuvent faire une action en justice, et ce serait contre qui? Oui. D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais poser un principe. Tous les Togolais sont égaux devant la justice, devant la loi. Et autant le garde des Sceaux, le parquet, ont pu faire des investigations et interpeller les manifestants, autant le garde des Sceaux
et la justice doivent interpeller les miliciens. C'est une obligation. Et s'ils ne le font pas, si le garde des Sceaux, si la justice ne le fait pas, la justice est complice de ce qui s'est passé à Adewi, à Doumassissé, avec les personnes qui s'apparentent aux milices ou bien qui sont parrainées par le gouvernement selon le département d'État. Donc, si jusqu'à un temps, il n'y a pas une information qui est ouverte contre les miliciens, j'avoue que le garde des Sceaux lui-même peut être poursuivi pour complicité. Ça, c'est clair. Et oui, c'est parce que la complicité suppose le fait pour une personne ou un détenteur de pouvoir public de faire en sorte que un auteur d'une infraction soit impuni. Il fait en sorte que l'auteur soit impuni. Or, dans le cas d'espèce, il y a des gens qui ont agi à visage découvert, qu'on pouvait interpeller, que le garde des Sceaux pouvait demander d'interpeller. S'il n'a pas fait, c'est qu'il a assuré l'impunité à ces gens-là. Oui, non, voilà que l'autorité publique dit quand même que ce ne sont pas des miliciens, ce sont des gens qui font l'autodéfense. Autodéfense comment? Mais Joachim, mais ce n'est pas la même lecture que font les grandes puissances mondiales. C'est clair. Nous avons reçu des gens à la Ligue togolaise des droits de l'homme. Nous avons été saisis des gens qui ont eu des têtes fracassées. Nous avons des images, des tendons d'Achille coupés. Des gens qui, s'ils vous montrent leur dos, vous aurez froid, vous aurez vraiment une sueur froide. Même des fesses. Des fesses. Quand il suffit que la personne enlève l'habit, vous allez vraiment tomber des nues. Et le garde des Sceaux, le ministre de la Sécurité va dire que c'est des groupes d'autodéfense. Mais où est la sécurité? La sécurité est où? Dans un pays, lorsque les miliciens, la sécurité ou bien les agents de sécurité démissionnent, eh bien c'est le chaos. La résurgence des miliciens est notoire. Le garde des Sceaux doit prendre ses responsabilités. Nous avons vu comment il a géré le dossier des greffiers. Il a affecté des greffiers en termes d'affectation punitive. Il a pris des sanctions disciplinaires contre des gens qui sont sortis ou bien qui ont fait des grèves pour manifester. Aujourd'hui, le garde des Sceaux doit interpeller les miliciens. S'il ne le fait pas, il est complice. Il est complice s'il ne le fait pas. C'est le moment d'agir. Le garde des Sceaux doit agir. S'il n'interpelle pas ou bien n'ouvre pas une information contre les gens qui ont agi à découvert à Adewi, à Doumassissé, il est complice de l'avènement des miliciens. Ou peut-être les choses se sont passées à son insu. Comment à son insu? Mais il a appris. Les miliciens ont commencé par sortir le mercredi, le 18. Tout le monde savait qu'à Adewi, il y a des gens cagoulés. Mais en tout cas, nous avons posé la question au ministre de la Sécurité en direct ici. En direct ici, il dit qu'il n'est pas informé, mais il a reconnu entre-temps sur les antennes de la BBC, des radios internationales, des médias internationaux, qu'effectivement, il y a des gens comme ça. Donc on va dire que le garde des Sceaux n'est pas informé? Non, le garde des Sceaux doit ouvrir une information. Il doit nous dire si tu es les Togolais. En ce temps, ce serait une justice équitable, puisqu'on a interpellé des manifestants de l'opposition. Voilà. Et donc ceux qui sont soupçonnés, miliciens. Là-bas, Joachim, là-bas, ils sont soupçonnés. Mais ceux qui étaient à Adewi, c'est des gens qui gaillardement marchaient devant les agents de sécurité. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient même la protection, la bénédiction des agents de sécurité. Et le garde des Sceaux ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant, qu'il ne peut pas ouvrir une information. Il doit nous situer. Il doit nous situer. Il est détenteur, dépositaire d'un pouvoir public. Il doit nous situer sur la présence des miliciens sur le territoire togolais. Et voilà, des manifestations sont encore en vue. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que nous n'assistions plus à ces genres de scènes macabres qui sont en train d'avilir totalement l'image de notre cher pays, le Togo? Oui. Parce qu'aujourd'hui, le Togo est à la une, partout dans le monde. Nous sommes à la une. Tous les médias. Oui, tout à fait. Nous ne vivons pas en autarcie. Et on ne parle pas en bien de nous. On ne parle pas en bien de nous. On ne parle pas en bien de l'état de droit, de la démocratie que nous voulons construire. Nous pensons que le respect des droits de l'homme doit être dû. Les manifestations, je crois qu'aujourd'hui, les puissances ont dit, nous, le droit de manifestation, c'est un principe démocratique universel. Il faut que l'État togolais laisse les personnes manifester. Ça doit être acquis. Les restrictions ne doivent qu'être exceptionnelles. Maintenant, je voudrais aussi faire un clin d'œil aux manifestants. Je pense que la manifestation doit être entièrement pacifique. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous venez pour manifester, vous n'avez pas besoin de vous en prendre à qui que ce soit. Vous êtes venu pour manifester. Ne levez pas des barricades. On vous demande de vous rassembler à un point. Rassemblez-vous pacifiquement. Oui. Sans des propos vis-à-vis des forces de l'ordre, etc. À l'endroit des forces de l'ordre. Pas du tout. Donc, il faut un respect mutuel
entre les manifestants et ceux qui sont venus pour encadrer les manifestations. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a reposé le principe que la manifestation est due aux Togolais. C'est un droit. Donc, s'il y a des manifestations les jours à venir, il faut que ces manifestations se fassent dans les règles de l'art, c'est-à-dire que évitons d'ériger des barricades, venons pour manifester. Comme ça, on verra le premier qui sera l'auteur de l'escalade des violences. Le plus souvent, le gouvernement dénonce ou déplore le fait que dans leur cheminement ou le parcours, des gens essaient de s'en prendre à d'autres qui ne voudront pas manifester, ou bien on essaie de, comment dirais-je, casser les étalages des gens. Donc les manifestants doivent éviter. Ils doivent éviter ça. Ces genres de comportement. Mais je voudrais rappeler entre-temps, c'est des choses que nous n'encourageons pas, mais c'est l'effet de la foule. C'est l'effet de la foule. Vous avez toujours des gens qui sont un peu surexcités. C'est toujours l'effet de la foule. Là, les responsables politiques ont aussi un rôle à jouer. Un rôle à jouer, c'est pourquoi lors de notre déclaration à la veille de l'interpellation, au lendemain de l'interpellation de l'UMAN, nous avons repris les principes, les dispositions des articles 1er jusqu'à 9 de la charte des partis politiques de 91 pour dire l'obligation des responsables des partis politiques à l'égard de leurs militants. Donc vous aurez toujours des gens surexcités. Vous aurez toujours des... C'est pourquoi la police judiciaire est là pour encadrer une manifestation. Rester sur les lieux un peu sensibles, et lorsqu'on voit quelqu'un qui a posé un acte de dérapage, on puisse l'interpeller. Et c'est ça en réalité qui puisse constituer la preuve, l'imputabilité du fait pour dire que... Parce que n'oublions pas que les manifestations peuvent être infiltrées. Il y a cet aspect, aussi. À ne pas négliger. Donc les manifestants doivent être aussi vigilants, et interpeller celui-là qui voudra semer du trouble. Lors du procès des manifestants du 19 août, 20 août, il y a un jeune qui est venu pour dire que lui, il était venu avec un coupe-coupe et un couteau. Et il dit que non, que c'est sur l'appel du président du PNP. Et qu'il a écouté sur une plateforme, un audio, etc. Mais il a été huillé. Ce monsieur est infiltré. C'est quelqu'un qu'on a infiltré parmi les manifestants. Même le magistrat debout qui posait des questions ce jour-là avait dit que son nom ne figurait pas sur la liste. Vous étiez là. Et les avocats sont désolidarisés pour ne pas le défendre. Et donc, c'est pour dire qu'il y a toujours ces gens qui seront là pour infiltrer, pour poser des troubles. Et les manifestants, les militants des partis politiques, les adhérents doivent être vigilants pour démasquer ces gens. Non pas pour les lyncher. Pas du tout. Les confier aux forces de l'ordre. Pour que les forces de l'ordre s'en chargent. Donc si vous prenez, c'est ça les règles des manifestations. Et quand vous le faites comme ça, je pense que je crois que on finira par situer l'origine des dérapages. Oui, on a aussi assisté à un fait, c'est que toujours chez le confrère de Africa numéro 1, le ministre, disons le député Christophe Tchao était en train d'emprunter une voie très glissante qui n'est pas du tout bien, puisque le Togo est indivisible. Et c'est un pays à nous tous qu'on monte, les opposants montent, les Kotokoli contre les Kabiers contre les Kotokoli, etc. Maître, est-ce que nous devons, en tant que Togolais, tenir de pareils propos quand nous sommes où le micro est ouvert devant nous? Oui, je crois que c'est dommage. C'est dommage au fait que un représentant du peuple puisse essayer d'instrumentaliser la fibre ethnique, la fibre religieuse, excusez-moi, pour diviser, et si vous voulez conclure, diviser et régner. Ça a été un peu l'attitude de certaines personnes depuis. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le Togo reste laïque. S'il vous plaît, Joachim, les Togolais s'aiment entre eux. Au moins, à Kara, il y a certains jeunes surexcités qui ont voulu créer du grabuge, on les a maîtrisés. Mais les Togolais s'aiment entre eux. C'est, excusez-moi, les responsables politiques qui instrumentalisent la fibre ethnique pour diviser les Togolais entre eux et pouvoir conserver le pouvoir. De toute façon, on sait bien, maître, qu'il y a des frères Kotokoli qui ont imposé des Kabiens, et Kabiens ont imposé des Kotokoli, etc. Donc, je crois que les évêques l'ont relevé dans leur communiqué pour attirer l'attention. C'est des revendications purement politiques. Le retour à la Constitution de 1992, les réformes institutionnelles et politiques qui n'ont rien à voir
avec les appartenances ethniques, les appartenances religieuses. Donc, on va prendre les intervenants maintenant sur le 22 21 80 99 92 02 80 63 et nous avons Kani qui est en ligne. Bonjour Kani. Oui. Bonjour maître. Bonjour. Maître, pardon, j'ai une question à vous poser. Oui. Voyant l'ampleur de la situation où des gens se permettent de rentrer dans nos domiciles et de nous tabasser, et j'aimerais demander, en tant que protecteur des droits de l'homme, s'il arrivait que le peuple togolais, ou bien dans chaque quartier, ou bien dans chaque maison, les familles décident désormais de ne plus mourir inutilement et s'organisent en leur sein, est-ce que ça peut être pénal? Merci. Bien noté, et notre invité vous répondra dans un court moment. Monsieur Gado. Bonjour, monsieur Jacques. Oui. Bonjour, maître. Bonjour, monsieur Gado. Nous sommes en 2017. Tout ce qui se passe chez nous, les États-Unis sont pour la France. Tout le monde, même les élections que nous faisons, ils savent qui a gagné, qui n'a pas gagné. Donc ce que nous a, Christophe Diawara dit là, c'est un propos d'un connaissance. La peur a changé de cas. Le pouvoir n'a plus rien à faire. Il faut appeler qui va appeler le dialogue. C'est moi, Gado. Mais c'est du directeur. Le pouvoir n'a qu'à appeler le dialogue et puis on va voir. Mais s'il vous plaît, qui va appeler le dialogue? Merci, bonne journée. Monsieur Gado, très sollicité ce matin. Kwame, bonjour. Bonjour, monsieur Joassin. Oui, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour, monsieur Kwame. L'article 1er de notre constitution dit que le Togo est un et indivisible. Oui. Le père de ma femme, il est Kotokoli, sa maman est Kabié. Donc tous ceux qui pensent qu'il y en aura une guerre civile au Togo, ils ont mal d'arrêt. Et ma question est la suivante. Chaque fois, on nous dit qu'il y a des soldats qui sont lynchés. Et apparemment, on ne trouve pas les corps. Est-ce que vous faites des investigations là-dessus pour avoir des éléments sur ces familles pour voir réellement si les soldats sont dans ces cas et quel apport faire pour qu'eux aussi prennent conscience à ne pas tuer leurs frères togolais? Merci. Bien noté. Et on va devoir répondre maintenant. Aux préoccupations. Vous avez écouté Kwame. Lui, d'abord, il a dit l'article 1er de la Constitution, ça c'est clair. Le Togo est un pays indivisible. C'est un et Togo indivisible. Est un et indivisible. Et pour lui, il n'y aura jamais de guerre civile au Togo. Il ne faudrait pas que les gens aillent penser à cette fibre tribale. Oui, et nous pensons que nous n'en arriverons pas là. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Même si les gens le souhaitent pour leur fin personnelle, Dieu ne va pas l'accepter pour les Togolais. Et je crois que nous allons rester toujours dans ce schéma d'unité pour aboutir à ce que nous voulons dans la plus grande pacificité. Oui. Il disait aussi, est-ce que vous avez fait des enquêtes par rapport aux 2 soldats qui ont été lynchés au niveau en poste à Sokodi? Oui, je crois que je ne vais pas, mais je dis que la Ligue togolaise des droits de l'homme, toutes les organisations même de défense des droits de l'homme sont en train, dans cette période, je suis sûr que toute organisation digne de ce nom, à la fin de ce qui arrive, doit quand même publier un rapport, surtout à partir du 19 août, ça c'est clair. Donc il y a toujours des investigations qui ont cours, mais de manière, par principe, il faut affirmer, et je crois que je l'ai dit, on n'a pas le droit d'ôter la vie à un militaire ou à un civil. Avant de porter la tenue, il est un être humain. C'est des frères. Il est togolais. Il est togolais. Et on n'a pas le droit d'ôter la vie, parce qu'on ne peut pas donner la vie. Donc la vie est sacrée. Le principe, c'est la sacralisation de la vie. Donc je crois que les violences sont à proscrire d'où qu'elles viennent et sous quelle forme elles pourraient prendre. Donc il faut... Autrement dit, ça va à l'endroit et des civils et des corps habillés. Voilà. Et qui va appeler le dialogue? Je crois que le dialogue, c'est clair. Moi, je pense que c'est le gouvernement qui doit impulser le dialogue. C'est le chef de l'État qui doit répondre aux revendications des Togolais, aux revendications, à l'appel des Togolais, pour dire, je vous ai compris, notre problème, nous pouvons trouver une solution entre nous, sous la médiation c'est possible, donc nous devons nous retrouver pour
discuter. En tout cas, les évêques se sont proposés entre-temps pour nous aider à sortir de crise. La France parle d'un dialogue immédiat parce qu'il faut faire le dialogue. Le chef de l'État lui-même l'avait dit lorsqu'il recevait le rapport de la CVJR. Il a dit que s'il n'y a pas de réforme institutionnelle et constitutionnelle, eh bien, on risque de retomber dans la paille des vieux démons. Donc, je crois que nous sommes dans un processus de réconciliation aujourd'hui. Donc, le temps est approprié. Le temps est approprié. Je crois que le moment est opportun d'appeler au dialogue. Alors, vu l'ampleur de la situation, est-ce que des citoyens peuvent faire ce qu'on appelle l'autodéfense, tel que l'auditeur l'a dit tout à l'heure, que des domiciles violés, on vient les tabasser dans leur maison, etc. Est-ce qu'ils peuvent s'autodéfendre en voulant eux aussi porter la main sur ceux qui viennent les brutaliser chez eux? C'est une question difficile à répondre. C'est vrai qu'il y a le principe de la légitime défense, qui est un principe naturel, si tu vois, dès que quelqu'un, sans crier gare, vient et commence par te tabasser, tu es enclin à te défendre. Et tu dois répliquer nécessairement. Mais nous n'appelons pas à ce genre de choses. Voilà. Nous pensons que tout le monde doit savoir raison garder. Et personne ne doit se faire justice. À côté du principe de la légitime défense, il y a aussi qui a ses conditions, bien sûr. Il y a aussi le principe selon lequel nul n'a le droit de se faire justice. Et lorsque vous pouvez maîtriser la personne qui est venue porter atteinte à votre domicile ou bien à votre intégrité, si vous pouvez la maîtriser, vous la remettez entre les mains des forces de l'ordre. Nous ne voulons pas atteindre je crois que, excusez-moi, le ministre Yark a mal dit que c'est des groupes qui s'organisent pour défendre leur quartier. C'est mal dit. Et je pense qu'aujourd'hui, l'autorité doit revenir sur les médias pour dire que c'est une erreur. Parce que si on dit que c'est des groupes d'autodéfense alors que c'est des miliciens, et donc les jeunes de chaque quartier doivent s'organiser pour défendre leur quartier, leur domicile, je crois que c'est une erreur grave. Et je pense que depuis on est en train de parler, le ministre de la Sécurité n'est pas revenu sur ces mots. Ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, les donc il doit maintenant inspirer confiance aux citoyens pour qu'on n'en arrive pas là. Les forces de l'ordre, la sécurité est là pour vous protéger. Plus un milicien dans la rue, jamais, vous ne verrez jamais personne cagoulé. C'est fini cette histoire. Et je pense que les citoyens doivent reprendre confiance à leur... Et que les manifestants aussi respectent les corps habillés, les principes de la manifestation. Nous sommes à la fin de l'émission. Maître, votre mot de conclusion, très rapidement. Oui, je voudrais conclure en disant tout simplement, j'ai suivi l'intervention de Lassonde Plaka dans son analyse sur la politique africaine. On lui a posé la question de savoir pourquoi certains hommes forts ne tombent pas. Il a répondu ceci qui m'intéresse beaucoup. Il dit, on se doit d'abord d'insister sur le fait que tous tombent un jour ou l'autre. La chute est juste plus brutale pour ceux qui ne savent pas anticiper la fin, l'organiser et qui finissent donc par la subir, car il n'y a point d'homme plus fort qui soit indéfiniment plus fort que son peuple. Ils ont beau tuer, beau massacrer, emprisonner, écraser, exécuter, il arrive toujours le jour où la population finit par vaincre leur cruauté. Victor Hugo disait, il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont le moment est venu. Le moment, l'idée de l'alternance entre tous les Togolais. Et je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Quels qu'en soient les cas, les Togolais aspirent aujourd'hui à l'alternance. Il faut nécessairement faire des modifications, des réformes dans le sens de l'alternance et une sortie de crise de manière pacifique, je crois que aboutira au Togo. Je vous remercie. Merci Maître Raphaël Pandé Adjaré d'être venu chez nous ce matin. Messieurs et dames, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, derrière la baie vitrée, il s'appelle Ascool, très serein. Ce matin, juste à ses côtés, Jacob Arama qui prendra l'antenne tout juste après nous. Mais n'oubliez pas, cette émission, vous l'avez suivie déjà sur Victoire FM, www.radiovictoire.fm, mais également sur la gazette du Togo.com. Il faut précéder tout cela de www. Bien évidemment. Merci et salut donc à Lansour Romuald. Tout à l'heure, on vous retrouve. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.